Hello Joachim Garraud, bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, j'ai un petit peu chaud pour être très franc avec toi, mais je suis quand même très heureux d'être ici. Parle-nous de ton nouvel album Joachim Garraud and Friends. C'est une aventure qui a démarré grâce aux réseaux sociaux. Avant la Covid, je faisais 80 concerts par an, donc j'étais tout le temps en train de rencontrer le public. Je me suis retrouvé chez moi, derrière mon ordinateur. J'ai décidé de partager l'écran de mon ordinateur via les réseaux sociaux et de commencer à faire ce que j'aime le plus, de la musique. Donc j'ai commencé à faire de la musique avec des gens, des inconnus qui se sont branchés sur mes réseaux sociaux. J'ai affiné le concept jusqu'en septembre de l'année dernière, en 2023, décidé de produire un album exclusivement en utilisant le jeudi soir à 21h pendant 2 heures, se dire on va faire de la musique ensemble. Je donnais un petit peu de solfège, un petit peu de théorie en même temps pour être un petit peu pédagogique, quoi. Et je disais ben voilà, vous envoyez ça dans ma Dropbox, l'adresse c'est ici. Et quelques minutes après, je recevais plein de basses. Petit à petit, on a fait un titre. Et puis ça sonnait plutôt bien. Et puis deuxième titre, troisième titre, quatrième. Et donc ça s'est enchaîné toutes les semaines. Comme j'avais en tête depuis pas mal de temps de faire vraiment un album qui est consacré, enfin qui est une espèce de d'hommage aux années 90, qui sont pour moi les années où la techno est arrivée en France. J'ai donné la direction artistique en disant voilà, on va utiliser tel type de son, tel type de plugin, tel type de compresseur, tel type de boîte à rythme. Une fois que toute cette équipe s'est mise en route, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, à tel point qu'on a fait 16 titres. Et la finalité de tout ça, c'est un double album qui sort en vinyle, collector, 300 copies, et qui est une œuvre collaborative avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui maintenant vont se rencontrer grâce à mon festival Electric Park, où je vais tous les réunir pour qu'on puisse faire une fête ensemble. Comment as-tu intégré l'univers Space Invaders dans ton nouvel album? J'ai commencé à être DJ fin des années 80. J'étais DJ généraliste. J'étais du côté de Nantes, dans l'ouest de la France. Et j'ai eu la chance de venir pour travailler dans une radio qui diffusait uniquement de la dance et qui a démarré en 1989, qui s'appelait Maximum. J'ai déménagé à Paris et à Paris, j'ai découvert la techno, puisque le premier club où j'ai eu la chance d'aller avec l'équipe de Maximum, c'était le Boy. J'ai eu une révélation incroyable je me suis dit, mais moi, je ne veux passer que ce type de musique. Quel est le lien entre Space Invaders et ce nouvel album et cette histoire? C'est que je voulais vraiment rendre hommage à ce type de musique, ce type de son qui venait principalement de Belgique, dans un album couleur 2024. C'est quelque chose de très dynamique qu'on puisse jouer en festival. Et l'univers Space Invaders, ça a été aussi beaucoup sur le concept visuel, parce que l'album a été collaboratif au niveau de la musique, c'est-à-dire les 16 titres ont été co-composés avec plein de co-compositeurs, mais j'ai profité du fait de faire un album physique pour faire un livret, plusieurs pages, 16 pages couleurs, et donc sur ces pages-là, qui fait donc 30 cm, puisque c'est ça l'avantage de faire un album vinyle, c'est qu'on peut posséder quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut regarder et qu'on peut feuilleter. Et donc dans cet album, il y avait plein d'illustrations. Ces illustrations ont été faites bien évidemment avec l'intelligence artificielle, mais surtout par des Space Invaders, des fans qui aiment ce type de musique. Il suffit de voir l'objet, il est magnifique. Pourquoi avoir fait seulement 300 exemplaires? C'est une bonne question. J'aime bien le proverbe qui dit « ce qui est rare est cher », mais surtout parce que je voulais que les gens qui aient un exemplaire chez eux se sentent privilégiés. Et je pense que c'est pas la même chose si on en fait 3000 que si on en fait 300. Et puis en plus, on fait pas ça pour l'argent. Au début, je pensais qu'on allait perdre de l'argent parce que faire de la promotion, faire un bel album vinyle et puis essayer de le vendre pas cher. En faisant 300 exemplaires, c'était la bonne limite pour ne pas dépenser trop d'argent et ne pas perdre trop d'argent et équilibrer. Et puis surtout, satisfaire les 300 personnes qui ont la chance d'avoir l'exemplaire. Quel est ton titre préféré sur l'album et pourquoi? Ça, c'est impossible de vous répondre parce que c'est comme si vous posiez la question à une mère de famille, quel est ton enfant préféré et pourquoi? Nous, on est parti sur une 20-25 maquettes. Donc du coup, les 16 qui ont été aboutis sont des 16 qu'on a choisis tous ensemble. Et en plus, c'était assez amusant d'utiliser justement le fait de faire un stream live et d'utiliser le direct live parce qu'on pouvait faire des votes en direct. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir 800 personnes qui vont donner leur avis en disant nous, on préfère le 15, le numéro 13 ou le numéro 28. Ça a été très démocratique cet album puisqu'il a été choisi par la majorité des gens. Je peux pas choisir le titre préféré, j'aime les 16 titres. Comment as-tu eu l'idée de fonder Electric Park Festival ex Inox? J'ai la chance d'avoir une autre casquette, pas uniquement producteur de festival ou compositeur, mais aussi DJ, et de parcourir un peu le monde et de faire différents festivals.
Et en 2007-2008, je fais 2 festivals exceptionnels en Australie. Il faut savoir qu'en Australie, les festivals, c'est globalement de midi à minuit, en extérieur. Il fait très beau. Les gens sont torse nu, ils sont tatoués, ils sont déguisés. C'est vraiment une très belle fête. Ça me plaisait beaucoup. En rentrant en France, je décide de me balader là où je venais juste d'acheter une maison. Et cette maison était à Chatou. Et à Chatou, où il y a une île qui s'appelle l'île des impressionnistes. Je vois ce parc et j'ai un déclic. Je me dis, ce que j'ai vu en Australie, ça serait quand même chouette si on pouvait le faire ici. Je vais prendre rendez-vous avec le maire. Et donc, je vais voir le maire de Chatou. Je lui explique mon métier. Je lui dis, voilà, moi, je suis DJ. Voilà, je montre 2-3 photos, 2-3 vidéos. Et je lui dis, j'aimerais bien faire un festival entre amis sur l'île des impressionnistes une fois par an. Il dit, bah, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je dis, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez voir un peu comment ça se passe, je vous invite au Stade de France, puisque c'était juste en 2009, je joue au Stade de France avec Carl Cox, Tiesto, David Guetta et Martin Solveig. Autant vous expliquer qu'ils ont pris une claque monstrueuse. Ils disent, ouah, 80 000 personnes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me rappelle le lendemain, le maire, mais vous êtes sûr, vous voulez faire un truc comme ça? J'ai dit, non, mais on va faire plus petit, on va faire quelque chose de plus adapté. Et donc, ils m'ont fait confiance. Et donc, en 2010, j'avais donc l'idée de faire un festival. Je l'ai démarré avec une marque. Et donc, je connaissais une personne qui gérait le festival à Toulouse, qui s'appelait Inox Festival à Toulouse. Je me suis associé avec lui. J'ai dit, écoute, moi j'ai un super lieu, on va prendre le nom, on va faire Inox Park et on fait ça sur l'île des impressionnistes. Donc ça, c'est de 2010 à 2017. Et en 2017, la marque Inox ne pouvait plus être utilisée pour des histoires de droit légal, juridique. Et donc, du coup, j'ai transformé ça en Electric Park. Et donc, ça dure de midi à minuit. Les gens sont déguisés. Et c'est dans un parc qui est magnifique. Donc, vous voyez maintenant vraiment d'où ça vient. En 2012, tu bookais Avicii et Skrillex, et oui, avant qu'ils deviennent les stars qu'on connaît. Comment fais-tu ta direction artistique? Alors c'est vrai qu'en 2012, j'avais eu le flair, c'est vrai. Hein. Alors comment j'ai rencontré ces gens-là? Bon, ça c'est assez simple. En 2005, je rencontre des garçons très sympas, très gentils, des gens qui démarraient dans la prod, qui s'appellent Steve Angelo, Sébastien Grosso, Eric Prydz, et puis Axwell. Et donc ces 4 personnes-là, je les rencontre en Suède parce que je vais jouer dans une date en Suède. Et je rencontre Sébastien Grosso d'abord, qui était fan de ma musique, qui me dit « Ah, moi j'adore tes titres et tout ça, nous aussi on fait de la musique. » Je dis « Ben vas-y, fais-moi écouter. » Et là, j'écoute ce que font les garçons et je dis « Oh les gars, ça déboîte, mais c'est incroyable quoi. » Et donc du coup, je vais dans leur studio. Et dans leur studio, il y avait le cousin de l'oncle de Sébastien Grosso qui s'appelle Avicii. Enfin, donc, c'était lui, le petit jeune Avicii, qui devait avoir 12 ans ou 13 ans. Et il était en train de bidouiller sur l'ordinateur et tout ça. Et je vais dans une cave et ils avaient chacun un peu leur poste de travail dans une cave. Et donc, je les rencontre bien avant ce qui s'appelle la Swedish House Mafia, forcément. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là avant 2005. Ils viennent à mon anniversaire parce que du coup, je les ai invités à mon anniversaire à Paris. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette petite vidéo sur Internet. Vous tapez Joachim Garraud, anniversaire, soirée privée. Tout le monde est venu mixer comme ça, entre potes. On passe 2-3 disques et les gens qui sont venus là, je pense qu'ils en ont gardé un très bon souvenir parce qu'ils ont vu des gens qui sont devenus des stars plusieurs années après ça. Voilà comment j'ai fait ma sélection pour Avicii, c'est que je l'avais rencontré à cette époque-là et que quand j'ai vu qu'il avait sorti son titre Levels, j'ai dit écoute, viens en France, j'ai un festival, viens jouer chez moi. Il m'a dit ok, pas de problème, il est venu et voilà, on se parlait en direct au téléphone et voilà. Et Skrillex, l'histoire est un petit peu différente. Je joue à Chicago dans un festival qui s'appelle Awakening Festival, qui est un gros festival qui a lieu dans un parc qui s'appelle, je crois, Soldier Park. Et je vois ce Skrillex qui joue juste derrière moi et là qui défonce tout le monde. Ah la vache, là il me met une claque. Alors normalement je devais partir parce que je devais aller sur une autre date le soir, je sais plus où, ben bon, bref. Et donc j'ai dit attends, j'aimerais quand même aller jusqu'à la fin et regarder le set de cet extraterrestre. Quand il est sorti de scène, je l'ai félicité et il m'a dit ah ouais, je connais tes podcasts et tout. Ça m'a fait marrer quand même parce que j'imaginais pas que mes podcasts avaient que certaines personnes comme ça avaient vu mes podcasts, surtout que lui, il venait de l'univers du rock. On a fait connaissance et je lui dis immédiatement, écoute, j'ai un festival à Paris, t'es jamais venu jouer à Paris, viens jouer avec chez moi. Il m'a dit, ok, pas de problème. J'ai booké la date tout de suite et il est venu dans la foulée. Comment je fais ma direction artistique? Globalement, comme j'ai la chance de voyager, ça me permet de voir des nouveaux artistes. J'essaye aussi de donner la chance à des nouveaux talents, à des gens qui me marquent. Et voilà un petit peu comment je fais ma sélection.
T'as une anecdote sur tes soirées au Boy à Paris dans les années 90? Oui, j'en ai pas mal des anecdotes. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois où je suis allé. Et je travaille à la radio et mon directeur des programmes, qui s'appelle Michael Bourgeois, me dit, écoute, ce soir, Joachim, viens, je t'emmène au Boy, tu vas voir, ça, c'est de la vraie musique. Je dis, bah, ok, on se donne rendez-vous à quelle heure? 23h. Il dit, non, je viendrai te chercher vers 2h du matin. Je dis, bah, attends, on est jeudi soir, 2h du matin, c'est fermé. Il dit, bah non, il dit, tu rigoles, Joachim, 2h, on va arriver au peak time, ça va être parfait. Bon, j'ai dit, bah là, déjà, c'est pas mal. Il faut imaginer que le Boy était sous l'Olympia, donc c'était très profond. On descendait. Et quand on arrive, il y a des espèces de double porte, triple porte, là. Et là, un son monstrueusement fort, très très fort, une puissance. Vous voyez, quand vous sentez l'air qui est poussé par les subs, du sub partout, et un titre super techno, quoi. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Michael m'a dit, attends, je vais te présenter le DJ, je le connais, c'est un Belge, il s'appelle Marco, je vais t'emmener. Donc le temps qu'on aille jusqu'à la cabine, Marco avait enchaîné, et il avait enchaîné sur Donna Summer, I Feel Love. Il a mis une version a cappella. Et je me suis dit, oh merde, il s'est trompé, il a mis la version a cappella, il va vider la piste. Non, mais c'était une hérésie. C'est-à-dire que pendant 4 minutes, ça chantait juste I feel love, I feel love. Il n'y avait pas de rythmique. Les gens dansaient comme des oufs. Et après, il est reparti avec un titre hyper strong qui devait te mettre en 45 ou 33. Vous savez, type new beat, un rythme hyper lourd avec des basses incroyables. Et là, j'ai pris une vraie claque. Je me suis dit, what? Alors, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais en tout cas, pour moi, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Ton gig le plus mémorable? Waouh! Alors ça, est-ce que j'ai le droit? Allez, soyez cool. Donnez-moi-en 3, s'il vous plaît, parce que quand même. Alors, je vais commencer par celui qui m'a le plus touché. Le premier Inox Park 2010. Donc, j'avais travaillé pendant 1 an pour produire ce festival. J'ai beaucoup pleuré, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la première fois, j'étais sur scène, parce que je m'étais gardé le dernier slot, donc je jouais à la fin. J'étais devant mes amis, ma famille, mes enfants, mes parents. C'est la première fois que tout le monde était réuni physiquement et que j'ai pu leur montrer quel était mon métier. Donc franchement, ça m'a beaucoup touché. La gig délirante, la plus délirante. Bon, alors là, il n'y a pas compétition. Burning Man Festival. J'ai eu la chance d'y aller 11 fois, de faire 11 années, pas consécutives. Hein. Et donc la deuxième année où je suis allé là-bas, j'ai fait un set de 16 heures d'affilée. Alors à l'époque, j'avais des CD dans une pochette là. J'ai joué tous les CD, tout ce que j'avais, du classique, du rock, de la techno, de la house, de la disco. C'était juste dingue. Et l'ambiance qui a régné pendant 16 heures. Alors il y a eu d'ailleurs des moments un peu, les gens repartaient, revenaient évidemment. J'ai eu l'impression de faire un concert de 16 heures. Donc j'étais épuisé, mais tellement heureux et vraiment content d'avoir fait 16 heures d'affilée. Les gens, ils étaient à fond. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté une autre planète. Vraiment, je me suis sur une autre planète. Et puis après, un gig mémorable, un gig où ça s'est mal passé. Voilà, comme ça je fais une balance un peu entre les trois. J'arrive sur place et il y a que des platines vinyles et moi j'ai que des CD. Et donc, voilà. Et en plus, j'arrive l'après-midi, j'arrive à 19h pour une date qui devait démarrer à 23h. Et malheureusement, j'étais dans un pays où avoir les platines CDJ ou même ne serait-ce que n'importe quel lecteur CD, c'était pas possible. Et donc, du coup, j'ai pas fait la date. Voilà. Quel est ton avis sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste? J'adore pour le côté rencontre. Je n'aurais pas pu faire l'album Joachim Garraud and Friends s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, parce que, vous l'avez compris, il a été co-composé grâce à des gens qui se sont connectés à des réseaux sociaux et qui, grâce à Internet, eh bien, on a partagé une session de musique tous ensemble et on était une quarantaine à travailler sur des morceaux. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, ça n'aurait pas été possible autrement. Donc ça, c'est un vrai point positif. Ce côté réseaux sociaux, c'est quelque chose qui permet de partager, qui permet de développer et de rencontrer des gens. Après, le côté négatif, c'est que, eh bien, c'est une perte de temps monstrueuse. C'est-à-dire que tous les jours, on doit aller sur Insta, mettre la photo. C'est une perte de temps, mais grave. Et en plus, ce sont des choses qui sont assez difficiles à déléguer à des personnes parce que ça fonctionne bien si c'est vraiment personnel. Les 3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de commencer le métier de DJ, de vivre ça avec passion, c'est-à-dire le métier de DJ n'est guidé que par la passion et pas ni par l'argent. Quand je rencontre des gens dans la rue qui me reconnaissent et qui me disent « Ah,
Ah, moi aussi, j'aimerais être DJ. Mais je dis, mais pourquoi? Ah, parce que j'aimerais bien voler en avion privé. Je dis, mais ok, tu fais fausse route. C'est la passion qui doit guider. C'est parce que t'aimes ça ou c'est ce que t'aimes le plus. Partager la musique, faire danser les gens, partager des sensations. Ça, c'est important. Donc voilà, dans le conseil, donc c'est mettre beaucoup de passion, s'armer de patience aussi, parce que surtout maintenant, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de commencer ce métier il y a 35 ans. On n'était pas beaucoup. Très peu de personnes voulaient être DJ il y a 35 ans. On était engagé dans un club, il valait mieux être barman parce qu'on gagnait 2 fois plus d'argent, ou il fallait mieux être à la porte parce qu'on draguait 2 fois plus de filles, parce que le DJ, il était dans la cave, dans le noir, personne ne le voyait. Donc personne ne voulait être DJ. Maintenant, tout le monde veut être DJ. Donc il faut être patient parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de compétition. Le troisième conseil que je donnerais, que j'aurais aimé qu'on me donne, mais globalement, je l'ai un peu suivi, c'est de garder sa propre identité, c'est-à-dire ne pas copier, se dire c'est pas parce que tel DJ fait tel type de musique que ça fonctionne que vous allez faire la même type de musique. Je pense qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même. Il faut que tous les titres que vous produisez, vous les aimiez et que vous soyez fiers. Si jamais un jour vous faites un remix ou vous faites un titre et que vous n'en êtes pas fier, vous voulez pas mettre votre nom dessus, bah non, c'est clair quoi. Il faut que vous soyez fiers de ce que vous faites. Quelle collaboration t'a le plus marqué? Jean-Michel Jarre est une collaboration qui a démarré en 1996 et qui continue en ce moment, puisque j'ai eu la chance de travailler sur tous les albums depuis, sur le dernier, sur les concerts, des choses comme ça. Donc ça, c'est une collaboration qui m'a marqué parce que quand on est fan de quelqu'un, parce que moi j'étais fan de Jean-Michel Jarre, j'ai eu la chance de faire mes preuves et puis de lui apporter des choses que lui ne connaissait pas trop sur le numérique. Lui, il était très analogique, moi j'étais très numérique, donc il y a eu une vraie symbiose en tout cas, à tel point que je le considère vraiment comme un grand frère. Donc c'est une collaboration qui m'a beaucoup marqué amicalement et même humainement. Ce qui m'a marqué dans le booster au niveau de la carrière, par exemple, c'est David Guetta, puisque David Guetta, on s'est rencontrés en milieu des années 90 et on a commencé à faire de la musique ensemble en 2000. Et en 2001, on a fait Just a Little More Love avec Chris Willis. Et là, ça m'a beaucoup marqué parce que pour la première fois, moi, je faisais de la musique dans mon petit studio, rue de Rivoli, là où est née la French Touch, vous voyez, vraiment le petit quartier. Je faisais ça dans un studio qui faisait 12 mètres carrés. Hein. C'est une chambre, ça fait 4 mètres sur 3. Avec David, on avait une bonne vibe. On a fait 109 chansons ensemble, enfin 109, oui, 3 albums. Cette collaboration m'a marqué parce que d'abord dans le temps, elle a duré 9 ans. C'est assez long quand même. Et surtout, très productive, quoi. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ton avis sur l'IA pour produire de la musique? C'est marrant parce que au mois de janvier, il y avait le Midem Plus à Cannes, qui est un Midem spécialisé sur l'industrie de la musique. Et le thème de mon ouverture, c'était sur l'intelligence artificielle et la musique. J'ai fait donc une masterclass qui expliquait un peu le pour et le contre, et puis qui enlevait un petit peu les on-dit, enfin qui clarifiait un petit peu ce qu'apporte vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour moi, l'intelligence artificielle, je l'utilise assez, je veux pas dire tous les jours, mais allez, les 3/4 du temps. Ça m'aide au jour le jour pour faire de la musique, mais aussi pour organiser la musique, pour promouvoir la musique. Je l'utilise comme un outil qui me permet d'aller plus vite. Un mastering, je le fais plus rapidement parce qu'il y a une base qui est faite par l'intelligence artificielle. Après, je vais corriger, je vais apporter ma patte. En termes de composition, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que l'intelligence artificielle, c'est tous les mois, il y a 90 nouveaux sites qui proposent des choses pour travailler sur la musique. Donc, autant vous dire que l'évolution est ultra rapide et en plus, elle est exponentielle. Donc, ça ne fait qu'accélérer. Donc, mon avis, c'est un outil. Il faut l'utiliser tel quel. Ça va mettre beaucoup de gens sur le carreau parce que si vous êtes musicien et que vous faites que de la basse en studio ou que vous êtes parolier, que vous écrivez des musiques et que vous participez pas forcément à des lives, eh bien, vous allez perdre votre travail. Je suis désolé de dire ça, mais la machine va être plus puissante, plus rapide, plus adaptée. Elle va jamais être fatiguée. Elle va travailler 24 heures sur 24. Elle va être moins chère. Et tout ça fait que malheureusement, il y a toute une strate dans le métier de la musique qui va être bouleversée. Et il faut s'y préparer. Mais voilà, je suis pas révolté contre ça. J'ai un peu peur quelquefois de ce qui va sortir un peu de tout ça. Et en même temps, je suis très excité par le futur. Donc, c'est un espèce de chaud-froid sur lequel il faut basculer, quoi. Parle-nous de ton studio d'enregistrement mobile et écologique. Alors là,
il faut faire une émission spéciale parce que je suis amoureux du concept. Depuis 12 ans, j'habite principalement aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. J'avais un rêve qui était de combiner 3 choses. Le voyage, l'énergie solaire et la musique. 2019, juste avant le Covid, je me suis lancé dans l'aventure. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de se lancer. Et j'ai donc cherché un bus. J'ai racheté un bus américain. J'ai acheté un Fleetwood Terra, ça c'est le modèle, 2009, qui fait 36 feet. Ça fait 12 mètres 50 et qui fait 20 000 pounds, c'est-à-dire presque 9 tonnes. Avec un ami, Charles, on a décidé d'en faire un studio d'enregistrement solaire. Pourquoi faire Pourquoi faire ça? Ce bus s'appelle LA Good Vibe ou La Good Vibe. Ce studio d'enregistrement me permet bien de prendre la route, m'isoler dans des endroits où il y a personne. Mais quand je dis il y a personne, vous regardez l'image sur le drone, vous êtes un tout petit point au milieu, alors que vous avez un bus qui fait 12 mètres, et il n'y a rien autour. J'adore les déserts, j'adore tout ce qui est sauvage, j'adore le grand espace. On parle souvent du Grand Ouest américain. Alors tous les parcs, tous les grands espaces, c'est magnifique. C'est une autre planète. Et là, je pense que j'ai mon côté Space Invaders qui était vraiment ancré en moi. C'est-à-dire que pour la première fois, je me suis construit une vraie soucoupe, un vrai véhicule qui me permet d'aller sur d'autres planètes. Quand vous êtes loin de toute civilisation, il n'y a pas de pollution aux lumières, vous n'avez pas de ville. Donc le soir, vous avez la galaxie, vous avez la Voie lactée, mais c'est incroyable. L'avantage du solaire, c'est que ça fait 0 bruit. On peut enregistrer une guitare dehors. Vous pouvez aller proche du Grand Canyon, dans une cave, enregistrer quelqu'un qui chante ou qui fait de la guitare avec une reverb naturelle. C'est dingue, c'est juste un micro, une guitare, et vous allez enregistrer avec une vraie reverb naturelle. Franchement, quand vous êtes dans cet univers-là, d'abord vous vous sentez tout petit parce que vous êtes face à des montagnes, à des déserts, à des arbres, à des choses qui vous forcent le respect, quoi. C'est-à-dire que l'être humain est une petite merde, hein, il faut dire les choses en clair. Et quand vous êtes là, vous avez une belle humilité, et en plus, vous avez les cadeaux de la nature, et que le soleil vous donne cette énergie que vous convertissez en musique. C'est magnifique. Et puis dernière chose, pour clôturer cette question, quand j'ai créé la Good Vibe, je cherchais un slogan, vous savez, et le slogan, je l'ai trouvé au fur et à mesure. Pour moi, c'était Location is Inspiration. C'est vrai que quand vous êtes au bord de la mer, la nuit, et que vous entendez les vagues, vous n'allez pas composer un truc super techno, hardcore, alors que quelques heures avant, vous étiez peut-être au milieu de la ville, vous avez 4 millions de voitures qui vont passer dans la journée là où vous êtes, vous avez une sacrée une énergie que vous pouvez convertir dans la musique. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair. C'est quoi la FNAM? Waouh! Alors, on fait le catalogue entier. Bon, alors, la FNAM, c'est un acronyme de formation numérique au métier de la musique. Il y a 3 ans, suite au Covid et suite au fait que j'ai beaucoup partagé mon temps en donnant beaucoup aux gens, en leur montrant un peu comment on fait de la production, en formant des gens, en leur donnant envie d'acheter du matériel, en les conseillant. Achète plutôt ce matériel-là, tiens, ce plugin, il est gratuit, essaye ça. Je me suis rendu compte que j'adorais le côté pédagogique. Et puis, en parlant de ça avec Jean-Michel Jarre et 2 autres amis, on a décidé de s'associer tous les 4 et de créer cette formation numérique. Et aujourd'hui, vous allez sur fnam.com et donc vous allez pouvoir avoir des cours qui vont vous guider dans ce nouvel univers de la musique. Le métier a énormément changé. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 35 ans, personne ne voulait être DJ. Maintenant, tout le monde veut être DJ. Tout a été bousculé aujourd'hui. Le slogan de la FNAM, c'est « Vivre de la musique ». C'est-à-dire comment vivre de la musique. Mais ça peut être votre musique ou la musique de quelqu'un d'autre. Donc la FNAM propose ici des formations pour être manager d'artistes, pour gérer les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure d'artistes, parce que vous avez des gens aujourd'hui, la spécificité, c'est d'animer les réseaux sociaux d'artistes. Dans la FNAM, vous avez des cours, bien évidemment, sur la production, le DJing, tout ça pour donner les clés à la nouvelle génération. Et la spécificité, c'est du online uniquement, parce que je voulais que tout le monde y accède, que c'est francophone, parce que je voulais aussi bien avoir des gens de Kinshasa, du Sénégal, de Montréal, de Haïti, voilà, enfin de toute la francophonie. Là, pour l'instant, on n'a lancé qu'une partie du site, mais la deuxième partie du site, c'est la gratuité. C'est-à-dire que je me suis battu auprès des institutions de la République, auprès du gouvernement, tous ces gens-là, pour avoir des aides
qui permettrait la gratuité de la scolarité des meilleurs pour former les futurs Daft Punk, les futurs producteurs qui vont qui va permettre aussi à la culture française et ce qu'on appelle la French Touch de continuer à rayonner. C'est pour ça que je voulais aussi faire quelque chose qui est un petit peu académique, mais qui permet d'aller jusqu'au bout. Moi, l'idée, c'est en 18 mois, vous arrivez à la FNAM, dans 18 mois, vous avez un métier, vous vivez de la musique parce que c'est votre passion. On ne veut pas que ça soit l'argent qui guide ça. C'est-à-dire que on n'a pas envie que ce soit forcément les fils à papa parce que papa a beaucoup d'argent, tu sais pas quoi faire mon chéri, ben attends, je vais te payer la FNAM, tu seras DJ, voilà. Non, nous, c'est un concours d'entrée et c'est seulement les plus passionnés parce on voit qu'ils ont ça dans leur trip. On les aide et c'est gratuit. Si tu devais choisir 3 de tes tracks pour te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, je choisirais peut-être The Rock, qui est un titre techno que j'aime. D'ailleurs, c'est ma sonnerie de téléphone depuis des années, donc peut-être que ça... Voilà, ça s'appelle The Rock, qui est très basique, qui est très techno, qui est très... C'est marrant parce que les gens disent « Ah ouais, ça c'est très Garo ». C'est marrant de dire ça. Dans la signature, c'est... Voilà, vous écoutez, c'est assez puissant, c'est assez sobre, mais voilà, ça passe bien. Je choisirais le titre de OVP et je choisirais le volume 2, parce qu'il y a 2 volumes dans OVP. C'est de la musique contemporaine, c'est de la musique expérimentale. Et puis un 3e, je prendrais un titre... peut-être du nouvel album Joachim Garraud and Friends, et là je choisirais le numéro 10, qui représente bien ce nouveau courant techno qui arrive en France et en Europe en 2024, et je suis assez fier d'avoir produit ce titre-là. Un dernier mot, oui, mais bien sûr, ce mot-là est peut-être un des plus beaux mots de la langue française, c'est merci. Eh ben voilà, j'avais deviné avant. Eh ben voilà, bravo. Ça va, pas trop justifié. Ah ben là, j'ai eu chaud. Hein.